Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, je vous fais une vidéo pour reprendre la correction de l'activité que vous aviez à faire sur la Chine. Bon, encore une fois, ce que vous avez fait de votre côté est tout à fait a priori valable. Je fais simplement une correction pour ceux que ça inquiéterait ou que ça stresserait de ne pas avoir trouvé les bons éléments. Donc, vous aviez trois parties à suivre. La première qui va nous intéresser, c'est donc l'alliance entre la Chine et l'URSS. Alors, dans les dates que vous pouviez, enfin qui étaient difficiles à trouver, parce qu'en fait c'est une citation de Mao, mais moi je vous évoque cette citation parce que je la trouve intéressante pour comprendre cet état d'esprit d'alliance entre les deux pays. Mao déclare que l'URSS d'aujourd'hui est la Chine de demain, donc il se place bien dans le modèle de l'URSS. Cette alliance, elle va se concrétiser dans une date que vous avez été pas mal à trouver a priori, qui est le traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle de 1950. Donc vous avez ici représenté l'alliance entre donc Staline et Mao, et je vous ai mis ici une affiche qui montre un peu la continuité dans laquelle Mao entend bien se placer, hein, puisque là vous avez Marx, Engels, Lénine, Staline, et donc Mao à la suite. Donc on est bien dans la continuité du modèle soviétique. Alors, très concrètement, en quoi consiste ce traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle? D'un côté, vous avez l'URSS qui fournit des prêts, de l'argent quoi, mais aussi des experts pour aider le pays à se développer. De l'autre côté, la Chine, elle va adopter le même modèle au niveau économique de plans quinquennaux, donc elle va copier le modèle politique aussi stalinien, et elle soutient aussi militairement son allié, ça c'est ce qu'on a vu, la Chine intervient dans la guerre de Corée par exemple. Cependant, Mao a tout de suite dans l'idée d'affirmer un peu aussi son pays comme une puissance indépendamment de l'URSS. C'est pour ça qu'en 1950, il va envahir le Tibet. Donc je vous ai mis une carte ici qui à l'époque ne fait pas partie de la Chine. Et comme la Chine est plus puissante, elle va conquérir en fait cette zone. Et c'est depuis cette date que le Dalai Lama, dont je vous ai mis une photo ici, est en fait exilé, puisqu'il ne reconnaît pas l'annexion du Tibet par la Chine. Le Tibet devrait être indépendant, et donc il est exilé depuis cette date. Ah ça, c'était pas le même, hein. Et enfin, toujours dans cette même idée de s'affirmer comme une puissance régionale, elle va participer aux négociations pour la fin de la guerre de Corée d'abord, et puis plus tard pour la guerre d'Indochine aussi. Donc ça, c'est pour la première partie. La date essentielle ici à retenir, c'est celle du traité d'alliance entre l'URSS et la Chine. Cependant, et c'est ce qu'il faut voir dans une deuxième partie, ce que je vous demande de voir dans une deuxième partie, cette alliance, elle va se détériorer assez rapidement. Les deux pays vont être de plus en plus éloignés idéologiquement. D'abord, il y a la mort de Staline en 1953, qui va marquer une première rupture entre les deux pays, puisque en fait, du côté URSS, les soviétiques vont commencer à critiquer un peu ce qu'avait fait Staline, ce qui va pas du tout plaire à Mao, qui continue à être dans un modèle de type stalinien. Donc premier événement important. Ensuite, en 1955, la Chine participe à la conférence de Bandung, sur laquelle on reviendra, mais cette conférence, elle rassemble en fait des gens qui veulent être un peu indépendants. Bon, eux, c'est plutôt dans l'idée voilà, de la guerre froide, c'est-à-dire d'être ni côté États-Unis ni côté URSS. Et donc, en participant à cette conférence, la Chine s'éloigne un petit peu de l'URSS. Au passage, elle soutient la décolonisation. Les choses continuent à se dégrader. En 1960, l'URSS rappelle ses experts. Et en 1962, vous vous souvenez, on avait vu la crise des missiles de Cuba. C'est ça qui va un peu précipiter la fin définitive de l'alliance, puisque en gros, vous vous souvenez, finalement, ça se règle pacifiquement. Et à ce moment-là, Mao, lui, il dit qu'il n'aurait pas fallu régler ça comme ça, qu'il aurait fallu s'affirmer beaucoup plus, ne pas céder face aux États-Unis. Donc, il critique la gestion de cette crise par l'URSS, et officiellement, l'alliance se termine en 1963 par des déclarations des deux gouvernements qui seront leurs derniers contacts officiels jusqu'à la chute de l'URSS. Et donc, suite à ça, la Chine va devenir un acteur à part entière des relations internationales, va développer son propre modèle. Je vous ai demandé ici d'insister un peu sur les liens avec les États-Unis.
Alors, il y avait plusieurs dates possibles, je passe très vite, mais vous pouviez avoir trouvé notamment ici le fait que la Chine développe sa propre bombe nucléaire en 1964, c'était possible. Une autre date peut-être plus difficile à trouver, c'était en 1974, Deng Xiaoping à l'ONU évoque la théorie des trois mondes que vous pouvez retenir, qui est assez importante. C'est un peu la suite de la conférence de Bandung. C'est l'idée, comme vous le voyez dans la citation que je vous ai mis de Deng Xiaoping. Donc il dit la Chine est un pays socialiste. Donc ça, il garde socialiste à l'époque, ça veut dire communiste, hein. Donc il garde cet héritage de modèle communiste et en même temps un pays en voie de développement. Elle appartient au tiers monde. Donc là, c'est plutôt dans la suite de Bandung de dire que la Chine est un pays qui appartient à tous ces pays qui sont en train de se développer à ce moment-là. Le gouvernement et le peuple chinois, indéfectiblement fidèles aux enseignements du président Mao, appuient résolument la lutte menée par les nations et les peuples opprimés de partout pour la conquête et la sauvegarde de l'indépendance nationale et le développement de l'économie nationale contre le colonialisme, l'impérialisme et l'hégémonisme. Et donc, il va développer cette idée qu'il y a un troisième monde dont la Chine fait partie, et donc il s'oppose au contraire aux deux autres blocs qui sont menés soit par les États-Unis, soit par l'URSS. Et elle accuse justement ces pays de vouloir contrôler un peu ces pays en voie de développement. Du coup, elle va un petit peu se présenter comme un autre modèle possible. Et comme on l'a déjà dit pour Bandung, elle va en fait soutenir toutes les indépendances. Là, vous avez une affiche chinoise qui dit la traduction, hein, je l'ai mise sur le diapo, elle soutient la lutte anti-impérialiste des peuples du monde. Ce qui va d'ailleurs donner des trucs assez improbables avec certains pays en développement qui vont adopter un modèle chinois comme la Tanzanie ou l'Albanie par exemple. Par ailleurs, la Chine, et ça date en fait de cette période-là, ça a continué après, commence à nouer un peu des collaborations, des accords de collaboration économique en Afrique. Et notamment grâce aux États-Unis, ça c'était les dates que vous deviez trouver qui étaient un peu plus simples à trouver pour le coup, la Chine va s'imposer comme un acteur international grâce aux États-Unis. D'abord en 71, elle entre à l'ONU grâce aux États-Unis. En 1972, c'est la première visite officielle des États-Unis en Chine, donc c'est la rencontre entre Nixon et Mao, dont je vous ai mis la photo ici. Et en 1978, finalement, la République populaire de Chine est reconnue officiellement par les États-Unis. Et donc la Chine entre en quelque sorte officiellement dans le concert des nations à ce moment-là. Voilà pour les trois parties que vous aviez à faire. Alors, j'ai dépassé un tout petit peu en fait, si on s'arrête en 76, c'est parce que c'est la mort de Mao, et donc la Chine va entrer dans une nouvelle étape à partir de ce moment-là. Mais votre programme s'arrête dans un premier temps ici. Donc vous pouvez rajouter que le Mao meurt en 76 et que son modèle va rester important, mais on va rentrer dans une nouvelle étape à partir de là. Donc pour conclure, juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire en conclusion de questions problématisées, on voit que la Chine est passée d'abord un peu d'une alliance avec l'URSS à une puissance régionale, d'une part, mais aussi de plus en plus reconnue internationalement. Et elle devient vraiment un acteur qui va de plus en plus être incontournable au niveau international. Ce qui montre un peu que la logique des deux blocs de la guerre froide se brouille un petit peu. Il y a d'autres pays qui ne répondent pas à cette bipolarisation du monde. Néanmoins, pour nuancer, à ce moment-là, dans les années 70, la puissance chinoise reste encore limitée, notamment au niveau économique. Ça va se développer beaucoup par la suite. Donc ça vient terminer notre première sous-partie. Et ce qu'on va voir dans une deuxième sous-partie, dont vous allez pouvoir noter le titre maintenant, c'est que justement, on voit avec un exemple de la Chine que la logique des blocs, elle n'est pas absolue, que parfois elle se fissure. Et on va continuer à voir ça dans une deuxième sous-partie avec les nouveaux États, donc des indépendances à leur affirmation sur la scène internationale. Et là, notamment, on va étudier la conférence de Bandung, mais ça, ce sera pour le cours en présentiel. Donc vous prenez ça en note s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées, qui vous semblent incomplètes dans votre travail à vous. Mais voilà, tout ce que je viens de faire, c'est un complément. Et pour bien réexpliquer, pour être sûr que ce soit bien acquis. Et on reprend la suite du cours en fin de semaine quand on se revoit en présentiel. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes.